Jarod, il est temps que tu me dises la vérité. La vérité à propos de quoi? Ça me paraît évident que tu n'es pas analyste financier. T'es plutôt convaincant en flic, mais t'es pas flic non plus. Alors tu es qui en réalité? Mais je suis moi aussi quelqu'un qui suis à la recherche du bonheur. Edencast.fr présente. Bonjour et bienvenue dans notre série Au cœur du doublage. Pour ce 8e épisode, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Nicolas Marié, un comédien aux multiples casquettes, à tel point qu'on pourrait le qualifier de caméléon. Au cœur du doublage, une série animée par Kevin, avec des comédiens hors du commun. Bonjour Nicolas. Salut Kevin. Alors, on a réussi C'est un prénom de série télé. Hein. C'est un prénom de série télé. Ouais, Kevin. Kevin, mais pas Nicolas par contre. Ah, Nicolas, non, c'est français de souche. Mais ouais, français de souche, français de branche, on sait pas trop. Exactement. Alors, en fait, je t'ai invité parce que t'es un comédien. Alors, tu officies non seulement dans le doublage, mais aussi dans le cinéma français. Et également à la télévision, n'est-ce pas? La synchro, la télé, le cinéma, le théâtre, ça fait partie des activités d'un comédien. Je suis comédien, donc j'officie là où on me demande. Et je revendique cette diversité parce que c'est ce qui m'amuse. J'aime pas tout le temps faire la même chose. Ouais. Donc ça me convient très bien. Et si je te dis jouer, c'est faire l'imbécile, ça te dit quelque chose ou pas? J'ai dû le dire, non? Bah oui, mais parce que c'était comment il s'appelle? C'est Peter Brook qui termine son bouquin. Jouer est un jeu. Ouais. Et quand on joue, on n'a plus l'impression de travailler, on s'amuse. Je trouve ça tellement vrai et tellement juste que j'ai dû le ressortir 2 ou 3 fois. Est-ce que tu considères, en tant que comédien, est-ce que tu considères que le travail, c'est un terme péjoratif ou... En tant qu'acteur, travail, oui, mais c'est pas très gentil vis-à-vis des autres. Donc, mais moi, je sais pas ce que ça veut dire, si ce n'est que c'est une condition permanente. Donc, c'est la vie, quoi. Point. Moi, j'arrive pas à faire de différence entre mon métier et ma vie. Il y a pas de différence pour moi. Donc, si je ne travaille pas, si je fais pas ce métier-là, je suis boiteux, ça fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui vivraient très bien sans travailler. Moi, je n'imagine pas ma vie sans faire ce travail. Donc, je ne peux pas dire que je travaille parce qu'il y a une connotation péjorative sur le mot travail. Ouais. S'il y avait derrière ça une idée d'asservissement enfin, il y a une idée négative, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce qui concerne mon métier. Ce qui n'empêche pas que dans mon métier, quelquefois, il y a des aspects qui sont emmerdants. Quand il faut passer des heures entières à apprendre un texte, c'est pas idéal. Tout ça est compensé par l'idée qu'on se fait du résultat final. C'est comme un sauteur à la perche. Je prends cet exemple-là parce que j'ai regardé ça dernièrement, mais qui passe des heures et des heures, des journées, des mois à travailler son saut pour finalement, quel plaisir, le plaisir de l'instant du concours, qui dure 2 heures. Pour un acteur, c'est un peu pareil. Une scène, ça dure 3 minutes, grand maximum. Ça demande derrière... ça dépend quoi, mais ça peut demander beaucoup d'heures de travail. Bon, on continue les antibiotiques, hein, et s'il a de la fièvre, vous m'appelez. Ah, et puis si on pouvait arrêter de lui tirer dessus, hein, évidemment pour la guérison, ce serait mieux. Hein. On va essayer. Mes hommages, chère madame. Comment est-ce que tu es devenu comédien? On te sort toujours, celle-là. Bah oui, les gens la posent, la question. Mais c'est obligé. T'as le temps? Et je crois que c'était en 1974 que ça a commencé tout ça. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours une question un peu délicate parce que moi, je l'ai compris assez tard, ce qui m'y avait amené. En résumé, assez rapidement, j'avais un père qui était un grand résistant
qui faisait partie d'un réseau qui s'appelait Mithridate, qui était un réseau versaillais, et qui, entre autres, est allé piquer les plans du mur de l'Atlantique dans un château qui était en fait les archives de la commandanture allemande. Donc c'était quand même un gars qui en avait une belle paire. Ah, une belle, et à cause de ça, ses parents et sa sœur, donc mes grands-parents et ma tante, sont allés faire quelques séjours un peu trop longs à Ravensbrück et à Buchenwald. Donc l'après-guerre, moi je suis né en 54, a été pour moi assez rapidement, parce que mon père était plongé tout le temps là-dedans quand il regardait la télévision, j'ai été biberonné par les films sur la résistance. Alors, les plus emblématiques, évidemment, c'est l'Armée des Ombres, je sais pas, Le Jour le plus long, c'est ces films-là. Et je crois que enfant, je regardais ça et que je voulais être à mon tour un héros. Balles traçantes, explosives ou perforantes, nous avons les plus tranchantes, les plus offensives et les plus performantes. Vous savez, Rimbaud a commencé poète pour finir marchand d'armes. Eh bien, moi, je vais faire le contraire. Mais en attendant la retraite, je compte bien continuer à faire rimer ambition avec munition et réussite avec dynamite. Alors en fait, je crois que t'as eu un bon souvenir du neveu de Rameau. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as vécu cette expérience, comment ça a débuté? Le neveu de Rameau, c'est un souvenir, c'est un très joli souvenir, parce que avec un camarade que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Vaud, on s'est retrouvé un jour à un dîner, à un repas, parlant de ça, en se disant tiens, il faudrait qu'on joue ensemble. Et puis, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est lui, on s'est dit tiens, le neveu de Rameau, ce serait intéressant qu'on fasse quelque chose avec ça. Et puis on a commencé à se pencher là-dessus, à regarder les adaptations qui avaient été faites par les uns et par les autres, entre autres celles qui avaient été faites par Fresnel lui-même, puisque c'est lui qui a incarné ça dans les il y a une quarantaine d'années et qui a laissé son empreinte. On a regardé un petit peu tout ça, puis ça nous convenait pas. Donc on s'est mis tous les deux à reprendre le texte original du neveu. Et puis à se faire notre propre adaptation. Alors le neveu, faut savoir quand même que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un roman, c'est un échange entre un personnage qui s'appelle lui et un personnage qui s'appelle moi. Lui, c'est le neveu de Rameau, et moi, c'est un type qui s'appelle soi-disant le philosophe. C'est censé être. Ouais, mais Diderot, il est un peu dans les deux. Mais c'est très long et c'est très débridé. Donc c'est très délicat tout d'un coup d'essayer d'en faire quelque chose de théâtral avec un squelette, parce que c'est ça qui est important au théâtre, c'est de donner une histoire avec un début, un développement et une fin. Et finalement on y est arrivé, à force de travail, on est arrivé à trouver un squelette on n'a pas changé une broque du texte de Diderot, simplement on l'a mis dans un ordre un peu différent de celui dans lequel il est, et puis on a coupé beaucoup, parce que si vous jouez le texte intégral du neveu de Rameau, ça doit être 6 heures ou 7 heures, donc c'est absolument impossible. Non, plus de 6 heures, c'est sûr. Ouais, et en fait on a fait ça aussi en collaboration avec un musicien, un grand musicien qui s'appelle Olivier Beaumont, qui est prof au conservatoire de musique de Paris et qui est un grand claveciniste, et qui nous permettait de faire les intermèdes entre les échanges qu'on avait entre le philosophe et le neveu de Rameau. Et surtout on a commencé à travailler dans un atelier de clavecin chez un homme qui s'appelle Reinhard von Nagel, qui est un facteur de clavecin, et qui régulièrement nous recevait dans son atelier, là où il construit les clavecins, et il invitait 20, 30, 40, 60 personnes qui venaient assister à notre travail et à l'évolution du travail qu'on faisait sur notre neveu. Et c'est à partir de quel moment que tu as réalisé que ce projet prenait de l'ampleur? À partir du moment où on a commencé que le retour du public a commencé à être constructif et où les gens ont commencé à nous dire « Ah oui, mais le neveu, on l'imaginait pas comme ça. Oh, c'était très compliqué pour nous. Et vous, ce que vous nous présentez quelque chose de clair et surtout avec une histoire, ce qu'on n'avait pas vu
dans l'écriture d'origine. À partir de ce moment-là, on a compris qu'on tenait quelque chose d'intéressant et surtout quelque chose qui était représentable théâtralement. Et il s'est trouvé que lors de la je sais plus, 8 ou 10e représentation, mais on peut pas appeler ça on va dire présentation de notre travail, est venue à l'époque une femme, une Bouglione, s'appelle Madonna Bouglione, qui était à l'époque directrice du théâtre du Ranelagh. À la fin de notre présentation, elle est venue vous voir absolument enchantée en nous disant « Je vous prends dans 15 jours ». Et il s'est trouvé que là, heureusement, ça a abouti encore une fois, d'autant plus que on a joué ça pendant 15 ans. 15 Donc c'était ans, pas quand une même. petite aventure. Non, j'exagère un peu. Mais moi, je l'ai fait pendant, alors par intermittence, mais on a fait, je sais plus, 1 an et demi au Ranelagh. Puis après, on est parti en tournée. Il y a du temps qui s'est passé parce qu'évidemment, Nicolas Vaude, comme moi, comme Olivier Beaumont, avons des activités en dehors de ça, puisqu'on fait aussi d'autres choses. Donc, il y a eu des temps. Mais on y revenait. Et puis, on repartait en tournée. D'autres gens nous demandaient. Et cette histoire s'est terminée là. Mais moi, je n'y étais plus parce que j'avais plus le temps et je faisais d'autres choses. Donc, c'est un camarade qui m'a remplacé. Mais ça s'est terminé au Lucernaire, là aussi, à guichet fermé, pendant 3 mois et demi. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Jolie expérience. Oui, puis en plus, des textes comme celui-là, quand vous dites des textes de Diderot, vous grandissez. Ça n'est que du théâtre qui nous grandit en tant qu'homme et qui nous grandit bien évidemment en tant qu'acteur. Donc c'est le bonheur, ça. Oh, je crois comprendre que Maître Erickson vient de faire un geste en signe d'acquiescement, n'est-ce pas? Bien, je vous retrouverai donc ici tous dans... Voyons voir. Oh, je n'ai que l'embarras du choix. Dans 5 jours, ça vous semble assez rapide? À titre tout à fait personnel, j'aimerais vous demander à tous une courte minute de silence en hommage aux victimes des récents massacres du Darfour. Alors Nicolas, il me semble que la première série à laquelle tu as participé en tournage, c'est Le Destin du Docteur Calvet. C'est un souvenir, c'était il y a 30 ans. Il y a des lustres. Ah oui, il y a des lustres, ouais. C'était une expérience intéressante parce qu'à l'époque, je n'avais fait que très très peu de télévision et j'ai connu l'enfer. Des 26 minutes jour. J'avais sans doute besoin de ça, parce moi. C'était une série française, il faut le dire quand même. C'était une série française, oui, qui passait sur TF1. Alors, je ne sais plus, ils ont fait passer ça très tôt le matin sur TF1, qui devait sans doute faire partie des programmations obligatoires du cahier des charges de TF1 nouvellement privatisé, où il fallait un certain nombre d'heures de création. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait 26 minutes par jour, ce qui en texte est absolument énorme. Donc dans 5 jours, on apprenait pratiquement 5 heures de texte, 4 heures à peu près de texte pour 5 jours de tournage. Ah ouais, c'est costaud quand même. Oui, c'est un très gros travail. Mais donc j'ai appris ça, j'ai fait, je sais plus, 40 ou 45 jours, donc 40 ou 45 épisodes là-dessus. Comme effectivement j'avais le rôle titre, j'avais le rôle principal, donc j'avais des tartines de texte énormes. Mais j'ai beaucoup appris, ça m'a permis de démystifier ce monde que je ne connaissais pas, qui était celui de la télévision. Donc j'y ai appris, ça m'a laissé un souvenir difficile, mais très enrichissant professionnellement. Est-ce qu'il y a une différence entre le tournage télévisé, par exemple, et le théâtre? Il y a une grosse différence entre l'expression au théâtre et l'expression à l'image. Si je résume, si tu veux, au théâtre, il faut montrer la pensée. Il faut montrer la pensée, c'est-à-dire il faut donner de l'expression à la pensée, parce qu'au-delà du 10e rang, personne ne comprend rien à ce que vous faites si vous ne faites rien. Et les mots, quelquefois, ne suffisent pas à exprimer la pensée. Donc, c'est un jeu qui est quand même qui a sans doute plus de volume en termes d'expression. À l'image, quand vous êtes sur un écran de 5 mètres sur 10, c'est pas la peine d'avoir cette démesure dans l'expression.
C'est tellement énorme, hein. Et puis on peut prendre simplement 2 yeux comme ça, qui font sur 10 mètres sur 10, c'est pas la peine. Donc à l'image, on filme la pensée. C'est pas pareil. Donc c'est pas la même expression. Et moi qui ne venais que du théâtre, j'avais pas bien compris cette différence. Et il m'a fallu cet abattage de 45 épisodes avec à chaque fois 26 minutes et de me voir après, de voir le travail que j'avais fait pour comprendre que l'expression que je proposais n'était pas juste par rapport au support. Donc il a fallu corriger tout ça au fur et à mesure après. Et puis surtout comprendre, parce que c'est pas le tout de se dire il y a quelque chose qui cloche. Faut comprendre pourquoi. Un acteur qui va avoir un jeu trop expressif à l'image, le spectateur va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. On va dire il en fait trop. Et en fait, c'est un ajustement de l'expression de l'acteur qui ne correspond pas à la réalité du support. Il y a encore une fois une différence de jeu entre le cinéma et le théâtre. Je sais que ta mère est absente, que t'as les clés de chez elle et que Dan a une voiture. Non, j'ai pas envie de discuter de ça. Va lui ouvrir pendant que je finis de me maquiller. Et t'as pas intérêt à abuser de tes ruses de psychologue sournois pour essayer de savoir ce que je vais faire ou pas faire avec lui ce soir. Tu me le promets? Pas de ruse sournoise, c'est promis. Salut Dan. Salut Dr Lightman. Tu vas essayer de coucher avec ma fille ce soir? Nicolas, je te propose d'en venir à une autre activité en tant qu'acteur que tu pratiques. C'est donc le cinéma, puisque tu participes à des films qui sont projetés sur le grand écran. Je voulais juste te rappeler une phrase de Jean Gabin qui disait que pour faire un bon film, il faut une histoire et une histoire. Comment est-ce que tu interprètes cette citation ? Comme Gabin l'a dit. C'est-à-dire que les scénaristes, vous compliquez pas la vie plus qu'il ne faut. Racontez-nous des histoires. Et quand vous nous racontez des histoires et qu'elles sont originales et bien écrites, les gens vont s'y précipiter. Quand vous commencez à vous regarder le nombril et à faire des choses qui remettent en question le scénario lui-même, les trucs et les machins, les gens n'y vont plus. On va regarder des histoires et les gens et le public populaire en nombre, il va au cinéma quand on leur raconte quand on lui raconte une histoire. Je vais tourner là, à partir du mois prochain, un film de Lorraine Lévy, la sœur de Marc Lévy, qui a fait une adaptation de Knock. Et c'est Omar Sy qui fait le personnage de Knock. Knock, c'est une pièce de théâtre des années 20, mais qui raconte une histoire. Et Lorraine Lévy a fait une adaptation très simple. Et c'est intéressant de faire jouer, pour ceux qui connaissent la pièce de théâtre, le personnage de Knock qui avait été incarné par Louis Jouvet à l'époque, à la fois au théâtre et au cinéma. Faire jouer ce personnage-là par un black, c'est très très intéressant. Et encore une fois, cette histoire, et au théâtre et dans l'adaptation que fait Lorraine Lévy, en prenant un black, elle raconte une histoire. Et il n'y a que ça qui est intéressant au cinéma ou à la télévision, c'est qu'on nous raconte des histoires. Et si une histoire se tient, c'est ce qui fait un bon film. C'est quand les histoires ne se tiennent pas bien que les gens ne viennent plus au cinéma. À la télévision. Est-ce que tu considères que de nos jours, les scénaristes ils respectent de moins en moins cette règle d'or? C'est-à-dire, oui et non, oui, ils se mordent un peu la queue, il y a tellement de choses qui se disent qu'ils ne savent plus quoi dire, ou alors ils reprennent les histoires des autres et puis ils les malaxent pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir, mais du coup qui n'a plus vraiment de sens. Mais j'exagère, attends, il y a plein de bonnes histoires qui marchent, et il y a plein de films qui marchent merveilleusement bien, et on est dans un pays où comment dirais-je, il y a une émulation générale sur le cinéma qui fait qu'on a une production de cinéma énorme. Moi, tous les ans, je reçois les coffrets, chez des acteurs, on reçoit les coffrets du cinéma français. C'est 200 films et on les a pas tous. Puisque pour être dans le coffret, il faut payer, donc toutes les productions ne payent pas. Mais c'est énorme. Il y a au cinéma, finalement, en France, le même esprit qu'il y a quand on va à Avignon. Avignon, c'est tout et n'importe quoi.
mais c'est surtout tout. C'est-à-dire la possibilité, dans notre pays, d'ouvrir sa gueule comme on a envie de l'ouvrir, avec les moyens qu'on a, et d'avoir le support qu'on veut. On peut encore être dans la liberté totale d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, même si quelquefois, encore une fois, il y a des choses qui valent rien et d'autres qui valent tellement, mais peu importe. Cette possibilité dans notre pays d'avoir un endroit où il y a cette espèce d'énorme marché de la vie, du sens de la vie, de l'expression du sens de la vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le cinéma, c'est la même chose. On est dans une production, on est dans un mouvement, on est dans la création. Et ça, c'est un immense bonheur, quoi. Et encore une fois, c'est vrai, comme Gabin le disait, que une histoire, c'est pour moi aussi la meilleure recette quand même pour faire un film qui déclenche l'intérêt du public. Alors, toujours dans le cinéma, Nicolas, en préparant cet épisode, j'ai un peu regardé tous les films dans lesquels tu as participé, et notamment, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup avec Albert Dupontel, pas forcément des petits rôles. Alors, est-ce que t'as une complicité avec Albert Dupontel, ou est-ce que c'est juste une coïncidence On s'est rencontrés avec Albert il y a 25 ans, au théâtre. Et puis depuis, on s'est pas quittés. C'est un type bien, c'est un mec fidèle, c'est un créateur, et c'est un bonheur de travailler avec lui. On peut ne pas se voir pendant 2 ans ou 3 ans et puis se retrouver comme si on s'était pas quitté, comme si on s'était quitté la veille. Et il s'est trouvé que le seul film que je n'aurais pas pu faire d'Albert, c'est le dernier. Il a fait une adaptation d'Au revoir là-haut, qui est un livre. C'est Pierre Lemaître. Oui, Pierre Lemaître, voilà, c'est le Goncourt 2013, je crois, ou 2014. 2014, ouais. Et il m'avait, comme d'habitude, concocté un très joli rôle. Seulement, je tournais en même temps la 3e saison des Hommes de l'Ombre. Et donc, je n'ai pas pu aller tourner avec mon ami Albert, à mon grand regret. Donc, c'est le seul film d'Albert que sur les 6 films qu'il aura tourné, parce que je crois que c'est son 6e, Au revoir là-haut. Le 6e, j'aurais pas pu y participer. Mais tu as participé dans 9 mois ferme, en tout cas. Ah bah oui, dans 9 mois ferme, je faisais l'avocat bègue. L'avocat qui parlait... il était bien allumé, cet avocat, quand même. Il est bien allumé, mais ça fait partie des moments de bonheur avec quelqu'un comme Albert. C'est un type qui est extrêmement rigoureux dans son travail, mais qui aussi est essentiellement acteur, et qui aime les acteurs, et qui aime travailler avec les acteurs, et qui aime déraper. Et qui aime les faire partir en vrille. Et il écrit dans les personnages qu'il écrit ce dérapage et ce dérapage en vrille. Et là, pour mon personnage de Maître Trollos, tout est écrit. Hein. C'était quand même tout ce qu'il raconte est vrai. Tout ce que raconte Trollos tout ce qu'il raconte dans la fameuse plaidoirie où il défend le globophage, et quand il parle des pygmées, etc., qui sont anthropophages dans les montagnes, mais pas au bord de la mer, tout ça est vrai. Et tout ça, Albert est un type extrêmement cultivé et toujours à la recherche d'infos et de culture générale. Tout ce qu'il fait raconter, et qui est drôle, mais tout ce qu'il fait raconter à mon personnage est vrai. Donc tout ce qui alimente ce personnage un peu fou et décalé a un socle de vérité. On dirait quand même que c'est des rôles sur mesure quand même, hein, quand on... Je sais pas. Oui, parce que Albert, quand il écrit et quand il fait une adaptation, il a sa distribution en tête. En tout cas, il a la distribution. Moi, il sait automatique. Pour moi, mais pour Philippe Huchon aussi, par exemple, il sait le rôle qu'il va nous confier dès qu'il l'écrit. Alors, il a son plan général et son histoire, et dès qu'il colle un nom, dès qu'il pense à moi, enfin à Huchon ou à moi ou à quelqu'un d'autre qu'il aime bien, il ne l'écrit qu'en pensant aux acteurs. Bien sûr, il pense au personnage, mais il pense à l'acteur aussi et surtout en même temps. Donc, il se dit, tiens, lui, il peut me faire ça, il va me faire ça. Ah oui, si, je peux y aller. Donc, il pense au personnage, bien entendu, mais il pense aussi et surtout à l'acteur qui va le faire. Et c'est ce qui lui permet, dit-il, de délirer sur les personnages qu'il nous confie. Oh,
Madame la juge, tiens, je suis content de vous voir. Vous n'aviez pas autorité pour sortir mon client de prison. Ah, vous pensiez que je ne saurais pas, hein, pour ainsi bête, l'avocat, enfin moi. Je vais porter l'affaire au plus haut niveau. Attendez qu'on le retrouve, vous verrez, ça va aller très loin avec votre hiérarchie. Très loin, hein. Nicolas, dernière question sur le cinéma avant de passer au doublage à proprement dit. C'était au sujet d'un film auquel tu as participé récemment, qui s'appelle Adopte un veuf de Dussolier. Et je voulais savoir comment tu as vécu ce tournage. C'était un film... Est-ce que c'était sympa ? Je l'ai très bien vécu parce que d'abord je connais André Dussolier parce que j'ai tourné avec lui, on avait tourné ensemble sur deux films, un avec Jean-Pierre Jeunet qui s'appelait Micmac attire l'arigot, et puis un autre de Pascal Thomas dont je ne me souviens plus du titre, hein. Donc, et puis on s'est toujours très bien entendus tous les deux, donc j'étais ravi de le retrouver. Il y avait Bérengère Krief avec qui j'avais tourné aussi, il y avait Ducret avec qui j'ai tourné aussi. La seule que je ne connaissais pas, comment c'est son prénom, Piaton, je ne me souviens plus de son prénom, elle m'en voudra pas. Donc j'étais ravi de les retrouver. C'est le producteur qui m'a appelé pour me demander si je voulais participer à ce film. Je dis écoute, envoie-moi le texte, ce que je dis toujours, et puis après je te dirai si ça me plaît ou pas. Il m'envoie le texte, je le regarde, il y avait des choses qui me plaisaient pas sur l'écriture, je le lui dis, il me dit Nicolas, tu réécris ce que tu veux et puis tu me proposes ce que j'ai fait. Il a dit oui à tout ce que je lui ai proposé. Donc dans ces conditions-là, on peut pas refuser. T'as dit banco, quoi. Bah évidemment, donc j'étais ravi de participer à ce truc. Mais bon, je fais le copain d'André Dussolier, c'est pas non plus le rôle principal du film, tu vois. Mais c'est toujours agréable de travailler avec des gens qu'on aime bien. C'est les conditions idéales. Et comment il s'appelle, de Zania, qui est le réalisateur que je ne connaissais pas, est aussi un type charmant et avec qui c'est très agréable de travailler. Et c'est un film qui a bien marché parce que je crois qu'ils ont dépassé les 2 millions, donc je crois qu'ils étaient ravis, donc c'est tant mieux là aussi. Puis c'était une jolie histoire. C'était une jolie histoire. Là aussi, on parle d'une histoire, une histoire. C'est une histoire. Et c'est une histoire où les gens se sont retrouvés. L'histoire de ce veuf qui accueille dans sa maison des colocataires pour ne plus être seul. C'est quelque chose qu'on peut vivre les uns ou les autres. Et moi, j'y vais toujours au moins une fois à une projection publique, c'est-à-dire où je me mêle au public sans le dire à personne et où j'écoute la manière dont les gens réagissent, comme j'irais à une représentation de théâtre avec le bonheur de ces instants où le public réagit directement à ce qui se passe sur scène. On peut avoir le même plaisir dans une salle de cinéma quand on l'a tourné et qu'on voit comment les gens réagissent dans une salle de cinéma à quelque chose qui n'est plus un théâtre vivant, qui n'est plus quelque chose de vivant, mais qui est imprimé. Et de voir cette réactivité des spectateurs, c'est toujours un immense bonheur. Et pour Adopte un veuf, je dis Adopte un Jules parce que ma fille joue dans un truc qui s'appelle Adopte un Jules. Donc dans Adopte un veuf, j'ai assisté comme d'habitude à une représentation public, sans que les gens sachent qu'il y avait un acteur ou plusieurs qui étaient dans la salle, et il y avait des réactions tellement heureuses et agréables à entendre que c'est des films dans lesquels on est heureux d'avoir été acteur. Des voix de rêve au cœur du doublage. Edencast.fr. Hey Nicolas, si je te dis on n'est pas à Avignon, dans la cour du Palais des Papes, j'imagine que ça doit t'évoquer quelque chose. Oui, c'est un souvenir très émouvant pour moi. Parce que c'est la première fois que j'ai fait de la synchro. Et c'était Jacques Thébault qui dirigeait et qui faisait le rôle principal. Et je ne sais plus pourquoi je me suis retrouvé avec lui et j'ai fait un essai avec lui. Et il m'a pris par l'épaule, très gentiment. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, moi, qu'il fallait parler à un endroit où le texte passait à ce qu'ils appellent la barre. Là. Et donc je découvrais, il m'a expliqué en 2 mots,
Et puis il m'a amené dans à l'époque, il y en a moins maintenant, mais quand c'est des scènes de plein air, on nous mettait dans ce qu'on appelle une cabane. C'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui est recouvert avec du tissu pour recréer paradoxalement, on se retrouve dans quelque chose d'enfermé pour donner l'impression du dehors. Et on s'est retrouvé dans cette cabane devant le micro et il m'a dit t'inquiète pas ici mon petit poulet, on n'est pas à la cour au palais des papes, dans la cour d'honneur, et puis on s'arrête, si tu te plantes, ça n'a pas d'importance, on s'arrête tout de suite, t'inquiète pas. Et il m'a mis le bras sur l'épaule et puis on a enregistré ensemble. Et pour moi, c'était un souvenir très, très émouvant parce que j'étais un tout jeune acteur et que c'est toujours bon d'être mis en confiance par quelqu'un, en tout cas qui est une perche affectueuse dans un moment difficile. J'avais beaucoup le trac. Moi, au début, à la synchro, j'avais beaucoup le trac. Et en tout cas, lui, pour ce premier essai, m'avait permis de le passer simplement et en confiance. Et je lui voue une reconnaissance éternelle. Et est-ce que tu estimes que, justement, Jacques Thébault, qui t'a aidé pour tes débuts au doublage, est-ce que tu estimes qu'il a joué un rôle déterminant dans ton métier d'acteur après ? À 2 titres, il a été déterminant dans ma carrière d'acteur. Non seulement parce qu'effectivement, le premier essai que j'ai fait à la synchro, c'est avec lui que je l'ai fait, mais avant même que je décide de faire l'acteur, je devais être, je ne sais plus, en 3e ou en seconde, Jacques Thébault faisait du cheval avec mon beau-père, le 2e mari de ma mère. Et comme il était acteur et que j'avais dit à ma mère et à mon beau-père que je voulais être acteur, ils m'ont dit, écoute, appelle Jacques Thébault, qui est acteur, qui double à l'époque quelque chose qui était mythique pour moi. C'était, je sais plus comment ça s'appelait, ces 2 cow-boys. Toi qui as des références là-dessus, tu le sais mieux que moi. Mais il était partout, Jacques Thébault. Il était partout. Et je crois que c'était la voix aussi. C'était un centaure du doublage. Grave, lui, ça a été un pape du doublage, Jacques Thébault. Au nom de la loi, comment il s'appelait cet acteur, c'était lui. Donc c'était vraiment un pape, et puis c'était un remarquable acteur. Enfin bon, donc on me dit, appelle-le. Donc je l'ai appelé très simplement, je dis bonjour monsieur, j'entends sa voix. Jolie et moi, nous allions à Grumble Gulch pour vérifier si les sinistres frères Dalton étaient toujours à l'ombre. Ça va les Dalton, je sais que vous êtes là et j'entre pour vous arrêter. Dès que je me serai essuyé les pieds, bien sûr. Ça alors, ces coyotes ont filé. En temps-plan, je t'avais pris pour un paillasson. Oh, c'était la voix qui avait bercé toute mon enfance. J'étais très impressionné et je lui dis, je voudrais être acteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose qu'il me dit, écoute mon poulet, commence par passer ton bac et puis après tu verras. Donc ça a été effectivement déterminant parce que j'ai passé mon bac. Je n'attendais que de passer mon bac pour pouvoir avoir la liberté de faire ce métier. Donc j'ai passé mon bac, je suis allé faire un petit tour en fac et j'ai senti que c'était pas mon truc. Et en même temps, je prenais des cours chez Raymond Girard, qui était un prof au conservatoire, et ça a commencé comme ça. Donc le premier contact que j'ai eu avec un homme du métier, ça a été avec lui. Ouais, et il faut rappeler aux auditeurs que ce que toi t'appelles la synchro, c'est ce que nous on appelle le doublage. Oui, pardon, oui, absolument. Oui. Voilà. Alors, la première fois que j'ai remarqué ton jeu de manière flagrante, en tant que comédien qui pratique le doublage, c'est dans l'interprétation du caméléon, interprété en anglais par Michael T. Weiss. Le caméléon, ça avait été sans doute une des premières séries télévisées, comment dirais-je, un peu récurrente et un peu marquante. Voilà, de 96 à 98, c'est pas mal. Voilà. Mais parce que j'avais fait d'autres choses avant, je sais plus comment ça s'appelait, Spider-Man ou des choses comme ça, ou d'autres petites séries, mais qui étaient peut-être moins marquantes que celle-là. Celle-là, effectivement, c'est peut-être celle qui était un peu plus marquante. Est-ce que tu considères que Le Caméléon, c'est ta première vraie série en tant que comédien qui faisait du doublage ou pas? Enfin, qui en fait toujours d'ailleurs. Non, oui peut-être, mais je m'en souviens. Chronologiquement, je me souviens pas. Pour moi, c'est un doublage comme un autre. Ah ouais. Oui,
Si ce n'est que je me souviens très bien de qui dirigeait. C'est un garçon qui s'appelle Georges Caudron, qui est un type absolument charmant, qui est la voix de Duchovny, qui est un type absolument charmant, qui dirigeait, qui m'a demandé de venir faire l'essai, puisque j'étais pris sur ce rôle-là sur essai. Et c'est lui qui faisait Monsieur Broots dans le caméléon. Exactement. Je n'ai jamais osé prendre de risques, parce que depuis que je vous connais, il n'y a qu'une seule chose qui m'obsède. Et quelle est cette chose, Broots? Et c'est donc lui qui m'a appelé pour faire l'essai, donc j'ai été retenu et j'ai travaillé avec ce garçon pendant quand même je ne sais plus combien de saisons, mais ça a été assez long. Ça a même plus que ça, je crois, le caméléon. Non, le caméléon, ça fait 4 saisons. D'accord. Et ça, c'était chaque fois un bonheur que d'aller travailler sur cette série. C'était toujours la récréation. Donc, je n'en garde que, ce n'est que de bons souvenirs pour moi. C'était un plaisir de doubler cet acteur. Parce que j'adorais ça et je trouvais que on s'entendait bien tous les deux, on va dire comme ça. Et est-ce qu'on t'a déjà reconnu en te disant « mais c'est Jarod !» La voix, oui. Mais ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Je te dirai pas où j'habite, mais je ne sais plus quoi. Il y avait les flics qui étaient là, je ne sais plus pour quelle raison, pas loin. J'entendais du bruit, je suis sorti et j'ai demandé à la fliquette qui était là, de la police nationale, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle m'explique et puis on échange et puis elle me dit, mais vous êtes une voix connue, vous? Et j'ai dit non, parce que je restais très... Si, vous. Oh, c'est la voix du caméléon, c'est la voix du caméléon. Ça, c'est un bonheur. C'est très drôle et c'est très, très chaleureux et très sympa. Quoi? Toujours accro au travail? Jarod, tu as le droit de me tourmenter entre 9h et 5h. Appelle-moi demain. Qui te dit que c'est pour te tourmenter? C'est peut-être parce que je me sens légèrement nostalgique? Ah, mais si tu as le mal du pays, rends-moi visite. J'ai une chambre qui n'attend plus que toi. C'est très généreux, mais je suis obligé de décliner l'invitation. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Jarod? J'aimerais que tu fasses mes amitiés aux autres membres de notre famille de disjonctés, en particulier à Monsieur Rains. Qu'est-ce que tu penses de l'importance des voix de référence? Parce que pour le grand public, nous, on aime bien avoir quand même c'est ce qui a fait toute la gloire du comment dirais-je, du doublage. C'est qu'elle a été faite depuis des dizaines d'années par de remarquables acteurs et qui fait que, en grande majorité, mais plus que la majorité, puisque je crois que le dernier sondage c'était 82 ou 83% du public français demande la version française. Et c'est pourquoi? Tout simplement parce que les merveilleux acteurs qui ont fait le doublage, qui ont fondé ce monde du doublage, et les autres qui ont pérennisé cette qualité-là, ont fait du bon travail. Et que du coup, en France, c'est peut-être un pays un peu atypique là-dessus. Les Français réclament les versions françaises, parce que c'est plus simple pour eux. C'est quand même chiant d'avoir à lire en permanence. Pour nous, c'est encore plus quand on voit pas, parce que... évidemment. Typiquement. Vos repères sont beaucoup des repères auditifs. Donc, et votre attachement à l'audition et à la voix, évidemment, prend des proportions autrement plus importantes que celles des voyants. Donc, je comprends, effectivement, en tout cas, pour votre monde à vous, je ne sais pas si on peut parler de monde, mais en tout cas, de ce monde-là des déficients visuels, la voix est quelque chose d'essentiel, oui, bien sûr. Pour autant, est-ce que tu t'attaches, toi, par exemple, est-ce que tu serais du genre à bouder si on ne te reprend pas sur un rôle ou sur un acteur alors que tu as été sa voix? Comme la voix du caméléon, par exemple. Ça m'est complètement indifférent. Ça m'est complètement indifférent pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne n'est propriétaire des personnages étrangers qu'il double. Et d'autre part, c'est dans ce métier, quand on vous rappelle, c'est toujours la réponse, c'est toujours le thermomètre de votre talent. C'est le seul qui ait de la valeur. On vous rappelle, on ne vous rappelle pas. C'est bien, ça c'est bien dit quand même. C'est-à-dire que quand on te rappelle, c'est une confirmation que t'es bon. Bien sûr, on peut toujours te dire, et dans ce métier ça se dit beaucoup, oh, tu es magnifique, tu es un merveilleux acteur, etc. D'accord, mais la seule plus grande critique positive qu'on puisse vous faire, c'est « Ah Nicolas, dis donc, j'ai bien aimé quand on a travaillé l'autre jour, est-ce que tu reviendrais travailler avec moi ?» C'est là où vous constatez qu'effectivement, ce que vous avez fait a été un travail qui a plu et qui, a priori, était bon. C'est quand on vous rappelle. Donc, si on ne vous rappelle pas,
Soit effectivement parce que la personne ne vous connaît pas, ou peut-être parce que cette personne-là estime que vous n'êtes pas si bien que ça sur le rôle. Donc moi, c'est de la température qu'il ne faut surtout pas chercher à contrarier. Et je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler un directeur artistique ou une boutique de doublage pour leur dire « Dites donc, j'ai doublé un tel en 73, il revient là, pourquoi vous ne me le donnez pas à moi ?» C'est une erreur, je trouve, énorme, puis c'est une prétention incroyable. Ces acteurs américains, anglais ou de n'importe quelle autre nationalité ne nous appartiennent pas et chacun est libre de faire le choix qu'il veut. Et encore une fois, ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que c'est un thermomètre qu'il ne faut surtout pas contrarier. Nicolas, est-ce que tu considères que le doublage t'apporte une certaine plus-value dans les autres facettes de ton métier? Il enrichit, bien sûr. Bah, tu sais, quand tu vois autant d'acteurs et de situations différentes qu'on peut en voir au doublage quand on en fait beaucoup, ça ne peut être qu'enrichissant. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on regarde, on le regarde non seulement comme spectateur ou comme acteur appelé à doubler ce personnage-là, mais on le regarde aussi comme acteur appelé à jouer d'autres choses. Donc, ce sont des exemples. Et pour peu qu'on ait la chance, comme moi je l'ai, de doubler en général de bons produits avec de bons acteurs, c'est toujours des gens qui nous apportent quelque chose. Tu dis, ah oui, lui, ce personnage. Je suis en train de tourner en ce moment un téléfilm pour France 3 qui s'appelle La Forêt. Alors, je ne dirais pas le personnage que je fais parce que si les gens, j'ai des accords de confidentialité qui feront que je ne peux pas dire quel type de personnage je fais. Mais le personnage que je fais, je peux avoir plein de références sur des choses que j'ai doublées et qui me permettent de déguiser l'interprétation que je vais donner du personnage que je vais donner dans ce téléfilm. Et c'est une espèce de boîte à diversité qu'on se construit avec le doublage qui, pour un acteur, n'a pas de prix. Doubler une série comme Le Caméléon, quand tu as participé au Caméléon, et une série plus récente comme The Good Wife, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de le doubler ou est-ce que ça n'a pas changé vraiment? Non, ça reste toujours la même chose. C'est simplement l'acteur qui vous emmène dans un autre univers, dans le sien. C'est en ça que ça change. Si je fais, comment il s'appelle, Tim Ross dans Lie to Me, ou Le Caméléon, ou dans The Good Wife, ce sont des personnages complètement différents. Ça, c'est vachement intéressant. Mais Tim Ross dans Lie to Me, Tim Ross aussi, hein, il dérape. Comment il s'appelle, Michael T. Weiss, c'était peut-être plus linéaire, mais dans la vérité. Donc, c'était du Jarrod, il était bonheur. Jarrod, il était plus calme quand même. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est amusant et c'est enrichissant de passer à 180 degrés dans l'expression. Un mec un peu droit, un peu monolithique comme dans Michael T. Weiss, bien que, encore une fois, il avait une palette aussi assez large, mais il avait une expression qui était qui avait un curseur un peu plus faible que d'autres. Mais il y en a d'autres qui ont un curseur moins faible, mais qui n'est qu'un curseur extraordinaire. Donc, ça peut être un bien, moins bien, enfin, peu importe, mais ce qui est intéressant pour un acteur comme moi, c'est de passer de l'un à l'autre avec le même plaisir. C'est ça qui est important. Votre honneur, est-ce que Monsieur Roscoe compte se défendre seul? Oh, tout va bien, maître Garner. Un soupçon d'informalité n'a jamais fait de mal à personne. Et oui, monsieur Roscoe, j'admets tout à fait qu'en temps normal, nous tomberions d'accord sur très peu de choses, mais cette cour est impartiale, monsieur. Et je ferai tout ce que je pourrai pour être équitable. Alors, une des questions que je pose aussi à tous tes collègues, Nicolas, c'est les souvenirs. Est-ce que tu en as des bons, des mauvais, qui t'ont plus marqué que d'autres? Un jour, c'était en doublage, j'ai oublié d'aller travailler. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. J'ai dit, tiens, j'ai un après-midi de libre. Je travaille en général beaucoup. Puis à l'époque, je travaillais encore plus, je crois. Et je dis, tiens, j'ai un après-midi de libre, génial. Je vais à Ikea et je vais faire des choses. Je ne sais plus ce que je voulais aller chercher à Ikea. Et je rentre, donc j'ai dû partir vers 1h d'après-midi, et je rentre chez moi à 17h, 17h30, et je tombe sur ma fille à la maison qui me dit, papa, t'es pas allé travailler aujourd'hui? Je dis, non chérie, je viens d'aller faire des courses à Ikea. Ben non, parce qu'il y a une dame qui vient d'appeler, et elle t'attendait pour travailler. Oh merde! Et en fait, c'était un doublage avec Arlette Thomas, qui était quelqu'un que j'adorais.
Et je me suis trompé sur mon agenda, je me suis trompé de jour. Je pensais que j'étais libre ce jour-là, alors que j'étais pas libre du tout. Et pour la petite histoire, ma fille, qui savait que j'étais à Ikea, a fait appeler Ikea, qui a fait passer, paraît-il, au haut-parleur, demande Nicolas Marié, ce qui veut bien se présenter, machin, etc. Nicolas je n'ai rien demandé à l'accueil. Exactement. Je n'ai rien entendu. Et évidemment, je suis arrivé chez moi et ma fille m'a appris ça. Évidemment, je me suis précipité sur le téléphone pour m'excuser auprès d'Arlette Thomas, à qui j'ai offert le lendemain, je ne sais plus, 51 roses ou quelque chose comme ça pour me faire pardonner. Mais c'est la première fois, c'est la seule fois de ma vie où j'ai oublié d'aller travailler. Allez, dernière question, Nicolas. Une question que je pose à certains de tes collègues. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview ? Très simplement parce que tu m'as bien hameçonné. Parce que je trouve la démarche intéressante, en plus d'essayer de percevoir un peu quel est l'univers, comment parle la voix à un déficient visuel, donc l'importance qu'elle peut avoir, c'est quand même intéressant de rentrer dans cet univers différent. Et donc je ne pouvais que dire oui. Nicolas, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie, le centre te remercie à son tour. Le centre. Pourtant, Jarod, c'était un ennemi du centre. Voilà, c'est ça. Oui, mais on ne savait pas très bien s'il était son ennemi ou s'il le manipulait. Ça a été un grand plaisir. Voilà. Merci. À bientôt, Kevin. Tu as un combat long et difficile à mener. Je ne veux pas que tu traverses cette épreuve seule. Mais je ne suis pas seule. Je les ai. Et je t'ai, toi aussi. J'ai de la chance. Je voudrais rester avec toi. Je sais. Mais tu dois t'en aller, il le faut. Je le vois dans tes yeux. Merci, Jarod. Tu m'as aidé à retrouver ma famille. Au revoir. Si tu dis ça encore une fois, je te donne un coup de pied. Allez, va. Ainsi s'achève le 8e épisode de notre série Au cœur du doublage. Voilà, un grand merci à Nicolas d'avoir participé à cette interview encore une fois. Et puis, moi je vous dis peut-être à bientôt pour un 9e épisode, je ne sais pas encore à ce stade. Mais qui sait, après tout. Bye bye.